Pouvez-vous imaginer votre monde en étant malentendant ou ne pouvant pas parler? C'est difficile, n'est-ce pas? Eh bien, c'est le quotidien de nombreuses personnes, parmi lesquelles des enfants. Et pour avoir une vie sociale, pour communiquer avec les autres, elles ont appris à signer. Et moi aussi. Alors, bienvenue dans Les femmes d'ici. Bienvenue, bienvenue. Aujourd'hui, c'est jeudi, n'est-ce pas? Aujourd'hui, c'est jeudi. Merci beaucoup d'être avec nous. Merci beaucoup de nous suivre massivement. Messieurs, mesdames, on dit que c'est une émission de femmes, mais il y a plein d'hommes qui regardent. C'est normal parce que ce que femme veut, Dieu veut. Et on dit ce que les hommes aussi pensent, n'est-ce pas les filles? Comment ça va les lumineuses? Ça va très très bien. Ça va? Aurélie, t'avais le visage un peu serré tout à l'heure. Aïe, pourquoi? Pas du tout. Tu es sûre? Je suis dans une phase de concentration. Quand je veux commencer l'émission, tu vois, je fais un peu abstraction de tout. Et pour donner le meilleur de moi, pour vous, téléspectateurs. Oh my God. D'accord. What a diva. What a diva, Oh yeah. my God. You know. Rock it, girl. Et toi, ça va, Yacina? Ça va, très heureuse. D'ailleurs, je suis très colorée. Si, ça se voit. T'es trop colorée, moi. Tu es toujours colorée. Et Même. Non, mais tu sais, moi, j'aime les couleurs. I'm just, you know, expressive. C'est bon. Je pense que plus tard, on va faire une émission sur les couleurs de chacune. Les couleurs de chacune. Et la signification, surtout. Et dis, tu as le petit caillou. Oui, le petit caillou va très très bien. J'attends de casser le gros mortier. Et aujourd'hui, on va parler des sourds muets, des malentendants. Est-ce que vous connaissez des personnes qui sont malentendants dans votre entourage? Non. Moi, oui. Ah oui? Mon petit frère. Ah bon? C'est vrai que tu en avais parlé une fois dans une émission. Ouais. Par contre, lui, il n'est pas né avec, il entendait très bien comme tout le monde. Ouais. Et puis, ça s'est développé au fur et à mesure. Mais j'ai envie de dire, il entend très faiblement. Donc, il lit en général, vu que il n'est pas né malentendant, du coup, il n'a pas pu apprendre la langue des signes, et nous non plus d'ailleurs. Ouais. Donc, ça a été sur le tas, je crois, il avait peut-être 9 ans quand ça a commencé, et tout, mais il vit très très bien. Il vit très bien. Et il est excellent à Les l'école. malentendants, c'est-à-dire vraiment sourd complètement, ou est-ce qu'il peut avoir un appareil auditif qui peut lui permettre Alors, il a porté des appareils, mais ça le fatiguait plus qu'autre chose. Ah Donc, ouais, à la fin de la journée, il a décidé lui-même d'arrêter de les mettre parce que c'était... En fait, l'appareil amplifie tellement que le moindre bruit devient un casse-tête pour lui. Ouais. Mais il arrive quand même à s'épanouir, il arrive à vivre socialement. Bien sûr, il a fini sa licence là. Ouh. Bien sûr. Tu parles c'est un petit, il te dit. Bien sûr. Ah, mais justement... Mais je suis une tantine, attention. Je t'ai dit, excuse-moi, tu as raison. C'est parce que tu es petit mortier qu'on est Petit caillou. Alors, on a posé la question dans la rue Sanib, comment aider un enfant malentendant à s'épanouir dans la société? Et on écoute vos réponses. Quand un enfant qui est sourd, il faut le montrer qu'il n'est pas différent des autres enfants. Il faut le traiter de la même égalité avec les autres. Il faut le comprendre et puis il faut essayer de l'éduquer aussi pour qu'il comprenne qu'il n'est pas seul au fait. Mais il faut l'aider à s'épanouir. Il faut accepter l'enfant d'abord comme il est et puis essayer de l'intégrer dans la famille de sorte que l'enfant ne se sente pas lésé en fait. Voilà, il faut créer les conditions. Déjà pour moi, je pense qu'on doit le scolariser d'abord, le mettre dans une école d'apprentissage de sourds. Et puis, par exemple, un des parents se doit faire l'effort d'apprendre ça en vue d'adapter l'enfant, de le mettre dans les bonnes conditions. Et puis que la famille l'accepte comme ça, lui montre qu'il n'est pas trop différent, mais que c'est ce qui arrive dans la vie. Ouais, un enfant sourd-muet dans un quartier, pour qu'il puisse s'épanouir, c'est vraiment de lui donner d'abord, dans un premier temps, la latitude de s'amuser, de se distraire avec les autres enfants. Voilà, parce qu'il y a certains parents, quand l'enfant a de tels handicaps, c'est de dire non, retire-toi des autres. Mon enfant n'est pas vraiment à être ensemble avec les autres enfants. Ça, c'est le tout premier aspect. Maintenant, le second aspect, c'est pour qu'il puisse s'épanouir dans la société. Je pense bien qu'il y a des structures de formation qui prennent en charge ces gens d'enfants. Donc, c'est de l'inscrire dans une école de formation de ce genre pour qu'ils puissent vraiment apprendre. Essayer de communiquer avec l'enfant tant bien que mal et aussi intégrer l'enfant, pas mettre l'enfant de côté. Intégrer l'enfant,
essayer de jouer avec ses amis, voilà, pas dire non, comme il a un handicap, forcément le mettre de côté. Voilà, donc pour moi, c'est d'abord ceux qui n'ont pas les moyens, c'est de faire comme si l'enfant était normal. En fait, ce qui moi, me dérange même un peu ici, c'est de faire comme si l'enfant était normal. Mais l'enfant est normal. Il est normal. Il est totalement normal, en fait. C'est juste un déficit, quelque chose, mais ça se voit. Il faut savoir que la plupart du temps, ça provient des parents. Les parents ont envie de protéger cet enfant-là parce qu'ils sont conscients de sa différence. Du fait de la surdité ou du fait qu'il ne puisse pas parler, on sait très bien comment les enfants peuvent être méchants entre eux. Et pour ne pas que l'enfant ait à vivre des moqueries, soit stigmatisé par ses camarades, c'est la surprotection qui fait que les parents vont empêcher l'enfant finalement de jouer avec les autres enfants. Oui, il faut dire aussi que c'est un monde qui est nouveau. Tu imagines, tu mets au monde un enfant, tu t'attends à ce qu'il soit, comme on dit, complètement... qui ait tous ses sens, de toutes ses facultés. De toutes ses facultés. Et puis, on t'apprend que l'enfant est sourd. Donc souvent, même, c'est un peu déroutant pour le parent. Et quelque part, comme tu l'as dit, il surprotège cet enfant parce que, bien sûr, déjà, même quand il te manque un bras, déjà, les gens se moquent de toi. Alors, à plus forte raison, quand tu n'entends pas ou quand tu ne vois pas. On va en parler avec nos invités qui pourront nous donner plus de détails parce qu'ils sont spécialistes. Je vais appeler Madame Rosine Quadio, épouse Leju, professeure de langue des signes. Elle sera accompagnée de Camille Tano-Kwasi, PCA de l'Organisation nationale des parents pour handicapés, et Laurou Domé-Claire-Ange, élève. Tu connais le signe, hein? Elle connaît le signe, hein? Yes, Super. Oh, ma chérie. Vous allez bien? Je sais pas. Bienvenue. Super, merci. Bienvenue, bienvenue. Alors, vous allez vous installer juste là. Yeah. On tape. À côté de moi, chérie. Elle va s'asseoir. Ange. Alors, Rosine. Oui. Ça va? Bienvenue. Ça va bien, Bienvenue merci. à tous les trois. Merci. Je vais peut-être... Ah oui, bienvenue. Alors, je rappelle que Ange, elle est malentendante. Oui. Tu es malentendante. Ça va? Et muette. Ça va? Ça va bien? D'accord. Comment on dit déjà Ange, pour que je puisse l'appeler? Ange. Non, son nom, c'est comme ça qu'on l'appelle? C'est comme ça. Ange. Ange. Elle, avec la lettre Avec L. la lettre Ah, avec elle, d'accord. Elle. C'est Laurie. Laurie. Voilà la première lettre de son nom, Laurie. Sinon, le prénom, comme aussi, c'est comme ça. Ange. D'accord, ok. Ange, Laurie. Donc, Laurie, Laurie. ça va? Super, super. On va faire une très belle émission avec toi. Merci à elle d'être venue. Ah, merci. You look good, girl. Elle est un peu tendue, mais ça va passer. On va tellement te faire vibrer ici. On va te faire bouger, tu as vu, non? Même dans le signe, dans le langage des signes, on fait comme ça. Ça veut dire bouger. Oui, tout le corps doit parler. Tout le corps doit Voilà. parler. Rosine, vous êtes interprète. Oui. Pourquoi est-ce qu'on... Franchement, j'ai jamais croisé une personne interprète dans la langue des signes. C'est-à-dire tout le monde veut être interprète anglais, français, espagnol, arabe, maroc, quoi. Mais la langue des signes est une chose tellement... Et c'est tellement noble. On sent vraiment que vous voulez aider l'autre. Comment est-ce qu'on devient interprète dans la langue des signes? Moi, merci beaucoup. Je dis déjà merci à l'équipe de NCI de nous avoir invités sur son plateau. Merci. Et vous devenez interprète. Il faut dire que d'abord, ici en Côte d'Ivoire, il n'y a pas encore d'école pour faire l'interprétariat. Mais par la passion, pour l'amour que nous avons pour ces personnes, nous nous formons d'abord avec elles-mêmes, les personnes sourdes, et aussi à travers des formations avec les ONG, par-ci, par-là, qu'on arrive à se perfectionner. Et aujourd'hui, on peut avoir plus d'une centaine, ici en Côte d'Ivoire, des jeunes gens, qui sont interprètes, qui sont là, qui aident ces personnes dans leur vie quotidienne. Voilà, que ce soit à la maison, dans les courses administratives, nous sommes là pour pouvoir les aider. Vous venez de dire tout à l'heure que tout le monde veut être interprète dans les autres langues. Voilà. Mais la langue des signes, il n'y en a pas. Or, il y a dans notre communauté, dans notre société, un groupe de personnes qui n'entendent pas, qui n'entendent ni l'anglais, ni le français, ni l'espagnol, même nos petites langues d'ici, la locale là même, ils n'entendent pas. Exactement. Ils peuvent venir dans des familles baoulées, aladjan, quoi, mais ils ne vont pas parler cette langue. C'est la langue des signes que ces personnes pourront utiliser pour pouvoir échanger avec elles.
Monsieur Camille, vous êtes le président, le PCA de l'Organisation nationale des parents pour handicapés. Oui. Tout à l'heure, vous avez vu l'élément qui est passé où les gens essayaient d'apporter leur contribution sur comment aider un enfant sourd malentendant à s'épanouir dans la société. Ça vous a fait sourire un peu? Oui, sourire. Est-ce qu'ils étaient sur la bonne voie ou pas? Oui, non, mais ça dépend de la culture de chacun. Je commence déjà par vous saluer. Merci. C'est vrai que je suis seul parmi ces charmantes dames. Parmi ces dames, mais c'est pas grave. Bon, mais la cause oblige, je suis là. Ils n'ont pas tort. Mais en fait, avant de pouvoir commencer à penser, à intégrer, moi je dis la première intégration commence d'abord à la maison, à la famille. Quand papa et maman ont compris qu'ils ont fait le deuil du handicap de leur enfant et qu'ils présentent l'enfant comme n'étant pas un problème aux autres, quand ils réussissent à combattre et à dominer tout ce qui est injure, moquerie, préjugés, dehors, ça marche. Donc, quand on parle d'insertion, c'est d'abord à la maison et puis ensuite, ça passe. Parce qu'en fait, la personne en situation de handicap auditif, c'est vrai qu'il y a des vocables qui changent aujourd'hui, c'est ce qui semble être. Sinon, c'est effectivement, ils n'entendent pas du tout, mais il y a plusieurs cas, il y a plusieurs niveaux. Par exemple, pour ce qu'elle dit là, il y a ceux qui, à un moment donné, ils acquièrent la surdité. Ils ont parlé, ils ont tout fait. Et puis, quelque chose arrive, une maladie arrive, un accident arrive, et puis, bon, ils perdent. Mais en fonction du niveau, on peut dire malentendant, mais à un moment donné, il est carrément en acouphène, même s'il y a une bombe qui... Ce sont les vibrations qu'ils vont entendre, mais sinon le bruit, non. Donc c'est à différents niveaux. Et puis, il y en a qui naissent avec. Par exemple, nous, notre cas, elle est née avec toute petite. Elle n'a pas acquis le langage avant de... Je vais dire, c'était déjà toute petite. C'est différent. La prise en charge va être différente. Les niveaux pour pouvoir s'en occuper, c'est différent. Mais quoi qu'il en soit, quel que soit le niveau, quel que soit le degré, si on choisit d'utiliser la langue des signes, ça veut dire que tous vont finir par prendre. Justement, parlant de la langue des signes, on a un message d'une maman qui vit en France, elle s'appelle Linda Assouni. Elle a un message pour nous et c'est dans « Il se mêle au débat ». J'ai beaucoup appris avec mon fils en termes de langage de signes. Alors, le premier signe que j'ai appris tout de suite, c'était ce signe-ci. Alors ça veut dire encore. Alors, il faut savoir que quand mon fils était à la crèche, il parlait pas encore très bien normal. Mais par contre, ce qu'il adore par-dessus tout, ce sont des gâteaux. Donc, quand il finit de prendre son goûter, il me faisait « Maman !» Alors, il y a un autre signe que j'ai appris aussi rapidement, c'est quand sa petite sœur touche à quelque chose que j'ai interdit de toucher, il arrive devant sa petite sœur, il fait « Mariou, interdit !» Interdit. Donc, moi, j'ai compris tout de suite que ce signe-ci, ça voulait dire interdit. Donc, retenez bien, ça, c'est interdit. Après, il y a d'autres signes, comme par exemple bonjour, on fait ça pour dire bonjour. Ou quand on a faim, on se touche le ventre comme ça pour dire qu'on a faim et qu'on applaudit, on fait ça. Donc, voilà. On applaudit. On applaudit, là, voilà, on a bien compris. Alors, moi, je voulais demander à Laurie Ange, c'est ça? Est-ce que tu es née sourde et muette ou est-ce que c'est devenu justement, enfin c'est venu au fur et à mesure en grandissant? Elle dit non. Comment ça s'est passé? Bon, moi je ne suis pas née sourde. Oui. Je n'étais pas aussi gravement malade, mais c'est venu petit à petit. La perte de l'audition, c'est allé progressivement jusqu'à ce qu'aujourd'hui on n'entende pas. D'accord. Moi, je voudrais poser une question à vous. Oui. Alors, qu'est-ce qui vous a motivé justement à faire ce métier? En tout cas, vraiment. Quelle a été cette motivation? Parce que vous avez un enfant ou bien quelqu'un dans votre entourage qui était sourd-muet? Ok. Bon, moi, d'abord, c'est par amour. D'accord. Voilà. Depuis toute petite, j'étais celle-là qui a toujours été aux côtés des rejetés. Dans la famille, quand on dit telle personne, on rejette la personne, on ne s'occupe pas trop, c'est moi je m'approche. Donc, on était dans notre communauté chrétienne quand ces personnes ont commencé à intégrer notre communauté. J'ai commencé à m'approcher de ces personnes et j'ai appris leur langue. Mais là, bon, par la grâce de Dieu, comme je suis au niveau de Yopougon et que leur école aussi est à Yopougon, donc par moment, on allait là-bas, on échangeait avec ces personnes. Et au quartier aussi, il y avait un des deux jeunes
qui étaient aussi des personnes sourdes. Donc, je m'approchais de ces personnes. Et ce sont eux-mêmes qui ont commencé à m'apprendre la langue des signes. Voilà, la langue des signes. Mais pourquoi je commençais même à m'intéresser bien à la chose? Il faut dire que par l'apprentissage de la langue des signes, j'ai su transmettre cela à la maison. Donc, à la maison, mes petits frères, mes petites sœurs. Tout le monde s'y met. Tout le monde sait. Tout le monde s'y Eh ben, met. moi, Bon, je ils suis ne peuvent pas signer parfaitement comme moi, mais ils connaissent Ils au moins arrivent à le l'alphabet. C'est bien. Et justement, parlant de Voilà. ça, Aurélie va tout de suite nous montrer Oui. comment est-ce qu'on peut faire de son handicap une force. Une force, Ce sera dans le ok. Vas-y qu'on va moi. Aurélie, il faut nous convaincre. Allez, Convainc-nous. mamie Du mieux que je peux, je vais Convainc-nous. essayer. On applaudit là. On applaudit là. À première vue, il est difficile de penser que l'on peut faire de son handicap une force. Mais ne voyez pas le verre à moitié vide. Voyez cela comme l'opportunité de prouver au monde que rien ni personne n'est au-dessus de l'autre et que, bien au contraire, vous êtes là pour prouver au monde que vous avez une place dans la société et que votre voix compte pour faire bouger les choses. Plutôt que de vous focaliser sur ce que vous n'avez pas ou avez, listez les qualités et compétences que vous avez développées pour y faire face et exploitez-les. Prenez l'exemple de Go Michel, qui est né avec une malformation et marginalisé de la société, mais ne s'est pas laissé freiner par cet handicap, mais en a fait plutôt une force pour devenir l'un des plus grands humoristes et acteurs de Côte d'Ivoire. Dans cette même foulée, on peut citer également Ayatollah, grand acteur ivoirien, paix à son âme. Développez votre créativité, cultivez votre différence. Faites comme ce peintre sans bras, Adama Traoré, qui, en dépit de son handicap et de sa situation précaire, a décidé de faire des peintures avec sa bouche et qui aujourd'hui vit de cet art. Il enlève même le prix d'excellence du gouvernement ivoirien avec une enveloppe de 10 millions et un diplôme pour l'ensemble de ses œuvres, malgré son handicap. Faites encore comme Oumar Bassalouka Koné, athlète paralympique ivoirien, qui a son actif 83 médailles, dont 61 en or, 16 en argent et 6 en bronze. Les exemples de succès sont nombreux, comme Beethoven, virtuose de la musique, devenu malentendant. Vous devez vous en inspirer. Comme quoi, la seule limite à votre succès, c'est vous-même. Brisez les barrières de votre handicap et vous réussissez et vous réussirez à conquérir le monde. Ouais, on applaudit là. Bravo. C'était très bien. Merci beaucoup, merci. Et on peut lui demander à Ange si elle a compris et qu'est-ce qu'elle pense de Aurélie. Si elle avait une note à donner à Aurélie, Tu as bien compris. ce serait combien? Vas-y, va. Alors, Laurie. Tu es en... Je me trompe toujours. Laurie, tu es en quelle classe? Laurie. Bon, je me suis arrêtée en 3e. Elle a eu le BPC? Oui. Oh, félicitations. Mais comment est-ce qu'elle... comment c'était à l'école? Est-ce que c'était une classe normale avec d'autres élèves normales ou c'était une classe spéciale? En classe. Elle dit, au début, elle a commencé dans une classe normale, voilà, avec des entendants. D'accord. Et à quel âge le problème de la surdité est arrivé? Moi, je suis devenue sourde à l'âge de 9 ans. Mais 9 ans, là, je n'étais pas totalement sourde. Ok. J'attendais légèrement. D'accord. Et comment ça... Mais à l'âge de 13 ans, là, je n'entendais plus. C'est là que j'ai commencé à ne plus... Et aussi muette, pareil? Non, je suis sourde, mais ma voix sort un peu. Justement, c'est ce que je... Quand on parle, j'entends les bruits, mais les mots, les paroles, je n'entends pas. Et quand on est... Avec ma maman, comme je suis habituée à elle, quand elle parle, je lis sur ses lèvres. Ah oui, c'est vrai. Je lis sur ses lèvres, donc j'arrive à comprendre ce qu'elle me dit. D'accord. Mais elle a dit que sa surdité a été progressive. Donc, elle n'a pas appris la langue des signes à son bas âge. Comment est-ce que l'apprentissage s'est fait et où est-ce que ça a été fait? Comment tu as commencé à apprendre la langue des signes?
Voilà. J'ai commencé à apprendre la langue des signes quand j'ai intégré l'école des sourds. OK. Et à l'école, les amis, est-ce que tu as eu des moqueries, des gens qui... Quand moi, je suis devenue sourde, je me cachais. Je ne montrais pas que j'étais une personne sourde. OK. Pour éviter que les personnes se moquent. Et avant, je pensais que j'étais la seule. Je pensais que j'étais seule au monde qui n'entendait pas. Donc, je me cachais. Quand les gens parlent, bon, je fais comme si j'entendais alors que je n'entendais rien. Donc, avec ça, je souffrais beaucoup à l'école. Oui. L'instituteur me chicotait par moments. Pourquoi est-ce que tu n'as pas entendu? Parce qu'il ne savait pas. On va marquer une petite pause, on va aller à la pub et on se retrouve tout juste après. Ah, OK. De retour sur le plateau des femmes d'ici et aujourd'hui, on parle avec Rosine Quadio, épouse Leju. Elle est interprète de langue des signes. Nous sommes avec Camille Tano-Kwasi, PCA de l'Organisation nationale des parents pour handicapés auditifs de Côte d'Ivoire, et Laurie Domé-Claire-Ange, qui est élève et elle est malentendante. Alors, on va essayer de déstresser un peu, laisser un peu le côté... voilà, parce qu'elle est stressée quand on parle de ça. On va rentrer dans un autre sujet. Elle va stresser? Non, elle n'est pas stressée. On va rentrer dans un autre sujet tout à l'heure, dans le sans tabou. Et on va vous poser la question, comment est-ce que vous vous libérez d'un visiteur encombrant? Dans le sans tabou. On y va. Alors, vous avez quelqu'un, c'est-à-dire que vous êtes fatigué, vous êtes venu du boulot, mais il y a un gars qui vient, un voisin surtout. Ce sont toujours les voisins. Il vient, vous êtes épuisé. Il ne veut pas partir, il ne veut pas partir, il ne veut pas partir. Comment est-ce que vous arrivez à vous libérer de cette personne-là? À ça. Bah, je pense qu'il faut commencer par le faire subtilement. Ouais, bah oui, comment? Commencer à arranger un peu, essayer de fermer un peu la porte, un peu... Pour lui montrer qu'il est tard. Pour lui montrer qu'il se fait tard. Il faut commencer à bailler, je sais. Non, moi, c'est l'astuce la plus facile, c'est « Ah, voisin, vraiment, je suis là, je ne me sens pas bien. J'allais m'allonger. Est-ce que demain, je te fais signe. » Mais va te coucher, je suis assise. Non, mais moi, mais dans ma maison. Moi, mais dans ma maison. Non, en général, ce que moi, je dis... Excuse-moi, je t'attends pour fermer ma porte. Je dis, quand je pense que je dois me lever à 6 heures, vraiment, mon papa même, c'est pas possible. Tous les jours dans les courses, mon voisin... Je vais me coucher, je suis fatiguée. D'accord. Vas-y, je suis là. Moi-même, ma maison. Non, mais s'il te dit, vas-y, je suis là, il faut lui dire maintenant que je vais faire. Aïe, c'est comment? Aïe, la vérité. On fait doucement, toi, tu veux pas. Si lui dit ça, là, c'est que vraiment, il est un problème. Passer à la maison, sérieux? Est-ce que Ange a déjà eu à se libérer d'un visiteur encombrant? Comment elle fait? Moi, je vais dire simplement, vraiment, je suis très fatiguée. Il faut rentrer demain, on va se voir. C'est tout. Ça, bien. Oui, mais c'est Camille. Oui, mais c'est ça. Ça dépend aussi des débuts. Sinon, moi, on sait à la maison, quand on a ici, je suis ouvert, il n'y a pas de souci. Mais quand ça ne va pas, c'est direct. Et puis, ce qui fait rire même là, c'est surtout les voisins qui arrivent à 19h à l'heure du repas. Oh là, vraiment. Et puis, tu n'as pas envie de partager ta nourriture cette fois-ci avec lui. Le Seigneur dit de partager, attention. Le Seigneur dit de partager. Le Seigneur dit de partager, mais il faut me donner aussi là. Ah, mes voisins, c'est comment? Alors, est-ce que, si on veut que vous nous appreniez un cours dans le langage des signes, genre par exemple, voisin, je suis fatigué, j'ai sommeil. Comment on dit ça? Fatigué, sommeil. Alors, Voisin. Répétez chez vous, vos voisins qui viennent à midi là. Voisin. Voilà. Faites désolé là. Désolé. Moi. Je suis fatiguée. C'est tout. Demain. Voilà. Si le voisin n'a pas compris ça, c'est que vraiment, il y a un problème. Vous avez bien vu, il y a certains mots que j'ai sautés. En langue des signes, c'est un peu comme le créole. Ouais. Voilà, ce n'est pas tous les déterminants qui se disent. D'accord. Vous avez voisin, moi, fatigué. Le moi, on peut faire moi ou je. Fatigué. OK, il n'y a pas je suis fatiguée, j'étais fatiguée, non. Ça tombe bien parce que j'ai envie de vous poser une question, mais à tous les deux. Alors, la langue, le signe que vous faites, c'est spécialement pour la Côte d'Ivoire ou c'est partout dans le monde? C'est universel. Voilà. Il n'y a pas de langue des signes universelle. Par contre, il y a une langue des signes qui est universelle, qui est la langue des signes américaine.
American Sign Language. OK. Et c'est ce que la dame l'a fait tout à l'heure en faisant encore comme ça. Et puis, Voilà. Yeah. Et puis, interdit. Interdit, yeah. Ici, interdit, c'est comme ça. Interdit. Encore. Ah, mais donc, en fonction Voilà. des pays où tu vas, t'es obligé de changer. La base reste, mais les mots changent. C'est un peu comme le groupe ethnique. Voilà. Il peut y avoir quelques nuances, mais il suffit de 1 ou 2 jours avec ces personnes. Vous pouvez vous Mais sur quoi se base la langue des signes? Est-ce que c'est sur les couleurs? Est-ce que c'est sur les personnes? Est-ce que c'est sur les noms symboles, qui existent, les ouais. symboles et tout ça? Sur quoi se base la langue des signes? Là, c'est la culture des personnes sourdes. La langue des signes est une langue à part entière, qui a sa grammaire, sa structure. C'est vraiment bien structuré. Voilà, donc il faut l'apprendre. Raison pour laquelle il faut l'apprendre à tout un chacun. Est-ce que c'est cher s'il y a des personnes qui sont sourds-muets, qui ont envie d'inscrire leurs enfants dans une école? Ça coûte combien à peu près? Bon, pour la question, je peux répondre, mais je vais laisser la place à Papa Camille. Voilà, pour vous donner cette réponse. Sinon, ici en Côte d'Ivoire, il n'y a qu'une seule école pour les personnes sourdes. Et c'est une école étatique. D'accord. Voilà. Avant que Papa Camille ne réponde, pourquoi je dis que c'est culturel? Bien sûr. J'ai juste imaginer, parce que tout à l'heure, on a dit que la dame dit interdit, c'est comme ça. Interdit. Et en Côte d'Ivoire, on fait comment? Interdit. Voilà. De toute façon, c'est interdit, là. Voilà, c'est ça. Le deuxième, c'était quoi? Encore. Comment on dit encore? Encore. Et chez eux, on fait comment? Les Américains font again. Maintenant, on dit encore. Voilà. Ça coûte combien pour inscrire son enfant? D'accord. En matière de langue des signes, de manière naturelle, nous tous, nous parlons en signes. C'est ça. Vous voyez que je suis en train de parler, mais j'ai la gestuelle des mains déjà. Effectivement. Donc, c'est quand je ne peux pas parler, je n'entends pas, alors je développe plus les mains. C'est comme si j'écoute mes mains parler, en fait. En fait, c'est ce qu'elles font là. Effectivement, ici, on a la langue américaine. Et tu vois qu'en anglais, les histoires de le, la, les, on s'en fout de ça. On va plus aller sur les coûts, parce que là, on est vraiment... D'accord. Sinon, les coûts, combien ça coûte à peu près? Non. Pour le moment, ce que vous avez à faire, si vous devez avoir accès à l'école des sourds qu'on a aujourd'hui en Côte d'Ivoire, vous devez faire un dossier, déposer, faire une demande. Wow. Et quand le dossier est accordé... C'est là qu'on nous fait les coûts, selon l'enfant. Maintenant, on va venir vous rentrer. Sinon, c'est gratuit. Donc, on peut rejeter aussi des personnes? Oui. Effectivement. Mais on ne sait pas sur quoi pour les rejeter. Mais c'est en fonction des places, du nombre de places. Et c'est une seule école. Il y a des entités indépendantes quand même qui aident. Oui, bon, justement, il y a des écoles, il y a des structures privées qui sont disséminées par-ci, par-là. D'accord. Et ce qui est intéressant aujourd'hui, on a, je veux dire, le vocable d'éducation inclusive, l'école inclusive aujourd'hui, qui commence déjà avec les initiatives privées qu'il y a à un certain moment, 2 ans, 3 ans, quand ils sont spécialisés. Non, Papa Gabriel, pour le voisin, là, tu peux tousser. D'accord, alors on va aller maintenant à la rencontre d'une boss lady. C'est une directrice de radio, la directrice de la radio des Grands Ponts. Elle a été stagiaire dans cette radio et aujourd'hui, elle en est la directrice. On va à la rencontre de notre boss lady du jour, qui est Déléga Loboué. Nous sommes jeudi 2 septembre 2021, notre rendez-vous habituel à l'émission À l'ombre des cocotiers. Au micro, bien entendu, votre très cher délégat, la femme Africaine. 10 ans déjà que les auditeurs de la région des Grands Ponts sont bercés par la voix de Déléga à travers les ondes de la 90.3 FM. Passionné depuis l'enfance par les médias, en 2011, son amour pour la radio finit par prendre le dessus sur sa profession d'enseignante d'allemand. Si tu décides d'embrasser la carrière de la communicatrice, de l'animatrice ou de la journaliste, eh bien, il faut t'y mettre à fond pour que tu sois un modèle. Aujourd'hui, on ne peut parler d'animatrice radio en Côte d'Ivoire sans parler de Mam Koul. Vous voyez, il faut t'y mettre, elle est un modèle et tout ça. Donc, il faut t'y mettre. À côté de cela, nous sommes ici en région, nous sommes dans une ville pas assez grande. Il faut savoir, il faut avoir un comportement exemplaire et permettre à ces jeunes filles-là, pourquoi pas, de suivre vos traces. Après un passage au studio Mosaïque pour une formation au métier de journaliste, la jeune femme gravit les échelons petit à petit. En quelques années, elle passe du statut de stagiaire à celui de directrice de la radio régionale des Grands Ponts. Une fierté et une consécration selon elle. Je suis la première femme à occuper ce poste ici à la radio. Depuis la création de la radio en 2010, voire 2011, il y a eu jusqu'à ce jour 4 directeurs
Les 3 premiers étaient des hommes. Je suis la première femme à être là en tant que directrice. Et depuis mon arrivée, on peut donc écouter la radio en streaming. À la tête d'une équipe d'une dizaine de personnes, Déléga a réussi à créer une ambiance et un cadre professionnel convivial, ce qui ne semblait pas être gagné d'avance. Souvent, on manipule la chicotte du chef, voilà, parce qu'on est femme, on ne doit pas à chaque fois faiblir, on ne doit pas à chaque fois fléchir. Nous sommes pour la plupart des anciens ici, voilà, on l'a vu stagiaire et elle revient et tout. Donc du coup, c'est un peu difficile. Mais je vais dire, arrivé à un certain moment, les débuts sont toujours difficiles. Et puis avec le temps, on finit par comprendre que quel que soit le titre qu'elle avait en tant que stagiaire, mais aujourd'hui elle porte la casquette, il faut lui donner le respect qu'il faut au contraire. Parce que lorsqu'une femme est à la tête d'une radio, à une entreprise d'ailleurs, tout se passe bien et tout est beau. Et quand tout est beau, c'est la femme. Quand c'est la femme, c'est moi la bosse. Est-ce qu'on peut demander à Ange qu'est-ce qu'elle veut devenir plus tard? Si moi j'entendais d'abord, je voulais devenir docteur. Oh. D'accord. Voilà, docteur. Mais actuellement, en ce moment, quelles sont les possibilités qui s'offrent à elle? Voilà. C'est dans le corps médical que je voulais exercer, soit docteur ou bien sage-femme. Mais avec le handicap, je n'ai pas reçu de formation. Même si j'ai fait une formation, bon, pour aller travailler, bon, ce sera difficile aussi. Mais bon, comme l'État de Côte d'Ivoire a bien fait les choses pour le recrutement dérogatoire à la fonction publique, j'ai déposé mes dossiers. J'espère que je serai recrutée. Ben, on espère et on croise les doigts. En tout cas, merci beaucoup. On te souhaite bonne chance, Ange. Ouais. Merci d'avoir été avec nous. Merci à tous les deux aussi d'avoir été avec nous. L'émission continue. Vous ne partez pas. On passe à un autre chapitre de l'émission. À tout de suite. Toute sa vie a basculé ce jour-là. Le jour où elle a commenté et partagé des commentaires sur les réseaux sociaux au lendemain de la veillée funèbre du célèbre artiste DJ Arafat. À cette époque, elle croyait que le corps exposé n'était pas celui de l'artiste. Accusée de troubles à l'ordre public, elle a fait la prison pendant 2 mois. Diana Bley est ici avec nous et elle a accepté de partager ce jour-là avec nous. Bonjour Diana. Bonjour madame. Comment ça va? Stressée, mais bon. Stressée parce que c'est la première fois que vous acceptez de partager cette tranche de vie avec nous. Oui, expliquer publiquement. Publiquement. Ce qui s'est passé. Ce qui s'est réellement, en fait. Ok, c'est vrai. Parce que sur les réseaux sociaux, il y a ce qui se dit et il y a ce qui se passe réellement. Alors Diana, raconte-nous un peu qui est Diana, rapidement. Dans le temps ou là dans le temps. Enfin, dans le temps, j'étais une simple étudiante en faculté de CBG, chimie, biologie, géologie. Voilà, dans le département de biosciences. Parce qu'il y a 2 départements, biosciences et STRM. Est-ce que vous étiez une activiste des réseaux sociaux? Oh oui, avec les potes, les amis de fac, de catégorie, parce que ma mère est à Thiers-Briey. Du coup, j'ai des amis de catégorie, de génération, avec qui nous avons un groupe dans le temps. Nous avions. Voilà, donc on discutait beaucoup, les amis dans le secteur, au quartier. Vous aviez des posts virulents. Est-ce que vous aviez l'habitude d'insulter les gens sur les réseaux sociaux? Oh, j'ai toujours été très polie. Hein. Mais voilà, je trouve pas ça vraiment sain d'offusquer ou de frustrer, insulter, injurier, non. Donc Diana était une jeune fille normale, toujours. Qui était étudiante. Et puis un jour, elle a fait un post. Oui, un jour, j'ai fait une bourde. Ouais. Bon, qui n'était pas censée être une bourde. Mais finalement, qui s'est... Alors, dites-nous, qu'est-ce qui s'est passé entre le moment où vous avez posté le commentaire sur Facebook et le moment où vous êtes allée en prison? Ce moment-là. Ce moment-là, je pensais que j'étais morte. Morte même, dans le bon sens du terme. Oui, effectivement, parce que déjà, après la veillée du DJ Arafat, il y a l'enterrement au cimetière. Moi, je suis couchée dans mon lit.
Et puis, quand ils font tous ces chamaillements, ces bruits-là, après, voilà, moi aussi, je commente comme tout le monde. Hein. Je donne mon point de vue et tout ça. Donc, avec les amis, on papote, les commentaires et tout ça sur Facebook. Donc, chacun dit ce qu'il pense. Mais votre commentaire, vous avez dit que le corps n'était pas celui d'Arafat. Bah oui. Est-ce que vous pensiez en ce moment-là? Je ne l'avais pas vu. Si je le dis, que je donne confirmation que ça n'était pas le corps d'Arafat, je serais en train de mentir devant Dieu parce que je n'ai pas vu. Vous n'avez pas vu, mais vous avez posté quand même. Oui, ce que j'ai fait, c'est que j'étais convaincue que l'autre monsieur, là, il disait la vérité, en fait. D'accord, ok. Donc après le commentaire, qu'est-ce qui se passe? Donc après le commentaire, quand je finis mon commentaire, ma discussion avec mes amis déjà, moi je m'endors. Hein. Il était presque 7 h du matin. Donc je m'endors. Naturellement, je n'ai pas dormi toute la nuit. J'ai suivi la veillée au téléphone, c'est-à-dire en direct. D'accord. Rediffusion sur Facebook en direct. Okay. Voilà, en direct. Et à quel moment vous sentez que c'est ce que j'ai fait là? C'est-à-dire, je suis en train de dormir, j'essaie de rattraper ma nuit perdue. Et mon téléphone, il sonne. Mais c'est pas possible. C'était ce vibreur. Donc, il vibre. Je dis, mais... Je regarde une amie de fac, Andrea, je comprends pas. Bon, je laisse tomber. Je me réveille pas, je considère pas. Ce qui m'a fait flipper, c'est l'appel de mon père. D'accord. Docteur Blé Olivier. OK. Et là, je flippe parce que mon père, il m'appelle pas comme ça. Donc, s'il vous appelle, c'est que c'est chaud. C'est que c'est chaud. Hein. C'est que... Et qu'est-ce qu'il vous dit? Il vous dit que vous êtes recherché? Il dit, mais qu'est-ce que toi, t'as fait encore? Diana, c'est pas possible. Je m'agresse comme ça, je viens de me réveiller. Mais ta photo est partout. Actuellement, en Côte d'Ivoire, t'es recherché par la police. Alors là, je me lève du lit. D'accord. C'est là que... Enfin, c'est à ce moment-là que je me rends compte... Vous vous rendez compte de la gravité? Non, pas de la gravité encore. Ouais. Mais plutôt qu'il y a un problème. Okay. Mais je me disais que, sincèrement, séance tenante, que c'est un petit problème qu'on pouvait régler. Je partais, je m'expliquais, puisque je me reproche rien. D'accord. Donc, quand vous êtes parti? Non, je ne suis pas partie directement. D'accord. À quel moment? Séance tenante, je ne vis pas avec mon père, déjà. Je vis avec ma mère. Et puisque ma mère on a une photo de quand vous aviez 18 ans? Oh oui, ça, j'avais 18 ans. C'était une sortie avec mes frères, mes cousins. Donc, c'était une sortie à la plage. Vous ne saviez pas en ce moment que vous allez partir en prison? Non, là, j'avais 18 ans. Quand je partais en prison, j'avais que 23 ans. Et donc, quand vous vous rendez à la PJ, c'est à la PJ? Oui, c'était 4 jours après. Voilà, après que mes parents aient pris le temps de réfléchir à ce qu'il fallait faire. Et puis, bon, finalement, nous avons décidé de nous rendre à la PJ. Parce que je me disais sincèrement, peut-être que si je m'explique, c'est désolé, j'ai copié, j'ai collé. Vous avez vu, ça paraît 2 fois dans le même commentaire. J'ai copié, j'ai collé sur... Je me souviens bien du monsieur qui avait posté. Je l'ai même notifié à la PJ. Mais ils n'ont pas cru votre version. Voilà, ils n'ont pas cru ma version. Et puis, c'est comme ça que les choses sont parties. Ils n'ont pas cru, ils se sont dit c'est faux ce que vous racontez. Ils se sont dit que ce sont des histoires que je raconte pour essayer de me... Et vous partez en prison? Oui. Vous partez en prison? Pas sur le champ. Je fais 2 jours à la PJ déjà. D'accord. J'ai passé une nuit là-bas. Et vous êtes ensuite déféré? Et je suis ensuite déféré. Alors, est-ce que vous aviez déjà une idée des prisons? Est-ce que vous avez une famille qui est en prison? Oh non, jamais. J'ai jamais eu un parent en prison. Enfin, je n'ai jamais rendu visite même à quelqu'un à la Maca. Donc, je sais même pas où la Maca est située déjà. Ouais. Bon, c'était avant ça. C'est ça, bien sûr. Et quand vous arrivez à la Maca pour la première fois, le choc? Non, mais quand... Qu'est-ce qui vous frappe? Quand j'arrive à la Maca, déjà, je vois un grand mur, on dirait un stade. Je dis, c'est où ça? Et il faisait déjà 23 h quand on me déférait. C'était tard dans la nuit. Voilà, donc j'étais seule déjà dans le véhicule que les prisonniers déjà appellent Air Maca. Air Maca, oui. L'avion, le jet privé des prisonniers. De la Maca, ouais. Voilà, Air Maca. Et je suis arrivée et puis on ouvre le grand portail. C'est quoi ça? On dirait un truc plein de serrures là. Et j'ai dit, franchement, c'est vraiment pas à la maison. Vous étiez dans un bâtiment avec combien de personnes à peu près? Je ne peux pas vous dire exactement avec combien de personnes dans un bâtiment, mais dans ma cellule, je peux vous dire, c'est
c'est dommage pour une toute petite cellule comme ça. En tout cas, elle est toute petite pour garder de nombreuses personnes. De nombreuses, c'est-à-dire près de 50. Dans une cellule. Dans une cellule qui ne faut même pas 250 mètres carrés. Quels sont les éléments qui vous ont marqué? Qu'est-ce qui vous a le plus choqué dans votre passage à la MACA? Ce sont les conditions de vie. Vous mangez combien de fois par jour? Bon, moi, personnellement, je mangeais une fois par jour. Une fois par jour. Et c'était quoi comme repas? Oh, j'aimais bien la tata qui m'avait pris sous son aile. Elle faisait bien le riz au vermicelle. Voilà. Il y avait d'autres... Est-ce que les gens à la MACA, les femmes, savaient pourquoi vous étiez là? Oh oui, tout le monde savait pour que j'arrivais. Ça vous a pas attiré un peu de méchanceté, de problèmes? Des menaces. Oui, des menaces. Mais pas de toutes les façons, les menaces, c'est toujours agressif. Mais pas d'agressivité corporelle, en tout cas. Mais elle m'avait dit, une semaine après mon arrivée, ou 2, je crois, quand on a su que tu venais, on s'est dit que quand tu venais, on te ferait la peau. D'accord. Mais quand on t'a vu entrer dans la cellule, on était convaincus que tu étais innocente. Est-ce que vous avez... Et ça m'a fait chaud au cœur. Bien sûr, bien sûr. Et est-ce qu'il y avait des femmes qui étaient peut-être là-bas pour des délits mineurs, des enfants? Des délits mineurs? Mais vous n'êtes pas sérieuse. Moi, j'ai vu des bébés de 8 ans, 9 ans. Des bébés? Moi, je considère que ce sont des bébés. Ouais. 8 ans, 9 ans. Et je lui demande, là-bas, on l'appelle carrément la mineure. Elle a 8 ans. Ouais. Et je lui demande, parce que moi, je suis beaucoup maternelle. Même avant ça, dehors, quand je vois les enfants, je ne les connais pas, mais quand j'ai des jetons, j'aime bien les partager. J'aime beaucoup les enfants. Voilà. 8 ans, donc je lui demande, toi, viens. Elle vient. Dans les escaliers de notre bâtiment. Je vous signale, les femmes n'ont qu'un seul bâtiment. Wow. OK. Et donc, je lui demande de s'approcher, et puis elle vient. Je dis, mais pourquoi tu es ici? Qu'est-ce que tu as fait? La petite est là parce qu'elle a volé 3000 francs. Wow. Wow. Ce que quelqu'un dehors pouvait rembourser, la petite terminé. Et quand vous sortez de prison, vous vous rendez compte que vous êtes enceinte? Oh oui, quand je suis... Non, pas tout de suite. Quand je suis sortie de prison, tout le monde voulait fêter. D'accord. Et puis après, voilà. 2 semaines après, on a vu que quelque chose n'allait pas. Et puis nous sommes allés à l'hôpital et puis le docteur me dit « Félicitations, vous êtes enceinte de 7 mois. » Waouh. Alors moi ce que vous m'avez dit aussi, c'est que vous avez eu des séquelles psychologiques. Oui. Aujourd'hui, vous avez une crise de nerfs que vous faites. Je fais des crises de nerfs. Vous perdez conscience. Je perds conscience en étant éveillé. C'est-à-dire que vous pouvez aller dans un endroit et vous perdez. Non, c'est-à-dire que quelque chose de concret. La dernière fois, j'étais dans le taxi avec ma mère et apparemment, j'étais en train d'ouvrir la portière, je voulais sortir. Pendant que la voiture était sur en partance pour Yopougon. Et tout ça, c'est ce que la prison a déclenché chez vous? Oui, parce que je n'avais pas ça. Je suis née avec l'asthme qui m'a laissée à 16 ans, 17 ans. Et quand je suis sortie de là, j'ai commencé à faire des cauchemars. Vous avez des cauchemars constamment? J'ai des cauchemars toutes les nuits. Je me réveille, là, je suis devant vous, mais je ne dors pas, je n'ai pas encore dormi depuis 1h du matin. Waouh. Diana Blé, merci beaucoup d'avoir partagé avec nous. Est-ce que vous avez un regret aujourd'hui? Regret, c'est pas vraiment un regret, parce que j'ai la conscience tranquille. Okay. J'ai rien fait, mais j'ai un gros cri de cœur. Dites-nous. Pour les dames de la prison, je trouve pas ça normal que les hommes ils aient plusieurs bâtiments comme ça, plusieurs cellules, trucs, et puis les femmes elles n'ont qu'un seul bâtiment, le Kremlin, qu'on appelle le Kremlin, et puis des cellules serrées et tout ça. Oui, très, vraiment restreinte. D'accord, Diana. Merci beaucoup. Aujourd'hui, vous êtes une femme qui travaille, qui est accomplie, qui s'assure. On espère que les séquelles psychologiques vont passer, parce que tout passe dans la vie, quel que soit Alpha. On vous souhaite beaucoup de chance. Merci beaucoup. Beaucoup de courage et merci de nous avoir fait confiance. Non, merci à vous. Merci beaucoup. On peut mal partir dans la vie avec retard, avec un handicap, avec quelque chose qui nous marque. Mais le plus important, c'est comment surmonter les épreuves et savoir repartir de plus belle.
Notez votre rendez-vous quotidien. Les femmes d'ici, ça se passe ici.